On est sur la colline la plus haute de Paris. Ça fait du bien de prendre un peu de hauteur. Ah oui, on respire. Hein. Vous êtes déjà fait croquer le portrait? Oui, il y a très longtemps, parce que maintenant, il y a tellement de touristes, c'est pratiquement inaccessible, malheureusement. Est-ce qu'il faut avoir un peu l'âme bohème pour habiter à Montmartre? Il faut être un peu sportif, parce qu'on marche beaucoup. Moi, j'aime bien, je fais souvent des grandes balades avec mon petit chien. Bon, vous le voyez là-bas, ce café, la Mère Catherine, il paraît que le mot bistrot est né là-bas. Vous savez pourquoi? Je pense que c'est les Russes qui venaient ici. Exactement, et lorsqu'ils commandaient un verre, ils disaient bistrot, bistrot, ce qui voulait dire vite, vite en russe. D'accord. Plus tard, Montmartre a vu passer les plus grands peintres, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Vous avez une préférence? Je crois que j'ai une préférence pour Picasso. Mais ce qu'on peut dire aussi, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on est vraiment à 10 minutes de l'opéra et pour autant, on se croirait en pleine campagne. Et ça, cette proximité de la ville, et en même temps, il y a toujours quelques degrés de moins que dans le centre-ville de Paris. C'est assez exceptionnel. Bon, aujourd'hui, les degrés en moins, ça ne nous arrange pas vraiment. Bonjour Laurence Equilbé. Bonjour. Vous êtes une femme rare dans un monde d'hommes, celui des chefs d'orchestre. Votre notoriété dépasse très largement nos frontières. Depuis 1 an et demi, vous avez élu domicile sur l'île Seguin, à la scène musicale, où nous allons aller ensemble. Mais avant, on va découvrir Dali, Paris, qui nous attend et qui est tout près d'ici. Oui, allons-y. Allez. Vous aimez l'œuvre extravagante de Salvador Dali, l'un des chefs de file du mouvement surréaliste? Cet espace est pour vous. Il offre la plus grande collection privée des œuvres de l'artiste. Plus de 300 pièces donnent vie aux idées éclectiques de Dali, explorateur infatigable, passionné par la science atomique, l'Antiquité ou encore la religion. Bonjour. Bienvenue à Dali Paris. Bonjour. Merci pour votre visite. Alors je crois qu'il y a un parti pris ici qui est celui de faire découvrir finalement l'espace le moins connu, ou en tout cas la part la moins connue de Dali. Voilà, on a tendance souvent à voir Dali avec ses montres molles, sa moustache, son accent, et puis des publicités pour le chocolat. Ici, en fait, on essaye de montrer toute l'étendue de son art, puisque Dali a vraiment touché à tout, que ce soit la sculpture, la gravure, la peinture, mais aussi l'écriture, le design, la joaillerie. C'est intéressant qu'on soit justement ici sur les recettes d'immortalité avec une œuvre qui est un petit peu subversive de Castor et Pollux, ici, le frère mortel et le frère immortel. Salvador Dali était né dans une famille quelques mois après la mort de son frère qui s'appelait Salvador, d'un père qui s'appelait aussi Salvador. Et il sait que pour exister, il va devoir sortir des codes et être quelqu'un d'extraordinaire. C'est vrai qu'il avait un côté obsessionnel, Dali, avec des images qui revenaient sans cesse. Je pense notamment aux horloges, aux montres, aux échassiers, aux animaux. Elles correspondent à quoi, ces images? Alors, en fait, il y a une obsession chez Dali qui est l'opposition entre le dur et le mou. Donc, c'est ce que représentent les montres molles. C'est le temps qui s'échappe, enfin, le temps dont on n'est pas maître, qui est retenu par une horloge, mais qui ne... Voilà. C'est cette peur de la mort. On a ici, sur cette Vénus, la représentation de l'œuf, donc à la fois le dur et le mou, mais qui représente aussi la fécondité, ce qui manquait clairement à Salvador Dali. Et toujours aussi notre finitude, qui est rappelée par ces insectes, ces fourmis qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce qui vous touche, vous, chez Dali? Son inventivité, je crois, et puis sa démesure intellectuelle. Il se prenait vraiment pour un génie, authentiquement, hein, donc il n'y avait pas de mystère. Quel est le meilleur peintre? Il disait c'est Salvador Dali. Voilà. Mais il explique toute son œuvre, et c'est ça qu'on admire aussi beaucoup. C'est cette conception de l'existence aussi, comme quand il explique qu'il gagne d'abord de l'argent, il travaille ensuite, et que tout le monde fait l'inverse, etc. Enfin, c'est une pensée très, très rafraîchissante. Alors
Alors vous êtes ici à la scène musicale en résidence depuis 1 an et demi avec votre orchestre, Insula Orchestra. Un mot d'abord du titre, évidemment il n'a pas été choisi au hasard. C'est vrai que quand nous avons parlé du projet de cet orchestre à l'île Seguin, la scène musicale n'était pas encore construite, j'avais proposé ce terme, Insula Orchestra, parce que Insula, bien sûr, ça veut dire île en latin, mais c'est aussi une région très importante du cerveau qui fait que les sensations se transforment en émotions. Et je trouvais beau pour un orchestre qui est sur instrument d'époque de se dire qu'on prend ces instruments non pas pour des raisons historiques, quoique quand même un peu, mais parce que c'est des sensations de couleurs complètement différentes qu'on essaie de transformer en émotions pour la musique et pour le public. Pourquoi avoir choisi de travailler avec des instruments anciens? Ces instruments sont assez différents. Pour les cordes, c'est des boyaux. Les archets n'ont pas la même forme. Et ce qui veut dire que vous pouvez sculpter la musique de façon légèrement différente, beaucoup plus proche de comment on l'a joué à cette époque. Et les cuivres, surtout, ont des sonorités beaucoup plus proches des bois, ce qui permet un alliage de sons bien meilleur, un peu comme avec un orgue. Et en tout cas, pour cette musique-là, c'est beaucoup plus vif-argent, plus dynamique. Et ça correspond plus aux pratiques d'exécution de l'époque. C'est plus facile, en fait, de faire ce que vous demandez les compositeurs, pour autant qu'on le sache, mais à force de lire des correspondances, de lire aussi des traités, on sait à peu près comment il fallait jouer cette musique, dans quel style. Réputé pour votre exigence, mais aussi pour votre ouverture d'esprit. Insula Orchestra fusionne très souvent avec d'autres formes d'art, ce qui permet de faire de la musique classique aussi un spectacle. Parlez-nous de vos dernières collaborations. Oui, c'est vrai que bon, les valeurs que je martèle souvent, c'est évidemment l'exigence artistique, mais aussi l'innovation, très importante à mes yeux, et l'ouverture. Et dans l'ouverture, il y a nécessairement artistiquement l'envie de collaborer avec des plasticiens, des cinéastes, des circassiens, des danseurs. Et pour à la fois, artistiquement, on en a besoin, parce que je crois que c'est vraiment les hommes et les artistes qui créent l'époque. Mais aussi, on s'aperçoit qu'on est très en résonance avec notre époque si on ouvre à ce point-là l'art. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'être dans cette vibration particulière. Vous êtes atypique dans le monde de la musique classique, on l'aura compris, aussi parce que vous êtes une femme. Les femmes ne représentent que 4% des chefs d'orchestre. C'est un chiffre quand même assez navrant. Comment vous l'expliquez? Ça fait longtemps que les femmes sont très invisibles dans l'art, en général. Il n'y a pas que la musique. La musique est vraiment un des secteurs les moins bons, je dirais. Je pense que prendre la parole, c'est presque un acte politique. Et donc, quand on fait de la musique, qu'on met en scène, ou qu'on peint, ou qu'on écrit, c'est un acte politique. Et les femmes ont toujours été mises sur le côté dans cette position-là. Maintenant, la prise de conscience est faite. Et je crois que maintenant, peut-être que les choses vont bouger. Il y a une très très bonne feuille de route au ministère de la Culture. Si elle est mise en œuvre, je suis assez confiante. Mais il faut vraiment que les artistes se disent que la scène doit être partagée et que ça, c'est l'avenir du monde, je pense. Vous, dans votre carrière, est-ce que vous avez dû faire face à des réflexions sexistes? Est-ce que vous avez eu du mal à vous imposer en tant que femme? Je pense que rétrospectivement, j'ai eu des problèmes parfois. Et il y a encore aujourd'hui des portes qui sont seulement à moitié ouvertes pour moi. Mais je suis très heureuse de ma situation, donc je me plains de rien. Je crois que j'ai certaines confrères ou certaines amies qui ont des difficultés. Et ce qu'on peut vraiment remarquer de formidablement injuste, c'est qu'à niveau égal, un homme pourra beaucoup plus construire sa carrière avec des étapes essentielles, progressives. Et une femme aura beaucoup plus de mal à créer cette dynamique. Et ça, c'est vraiment très, très inégalitaire.
fait connaître en créant le chœur de chambre Accentus, qui a été récompensé par les victoires de la musique classique en 2002, 2005, 2008. C'était déjà un pari fou de remettre au goût du jour une pratique qui était pratiquement tombée en désuétude. C'est vrai qu'après mes études en Autriche, à Vienne, j'avais vraiment des œuvres comme les grandes œuvres de Richard Strauss, Schoenberg, Poulenc, que j'avais envie de monter. Et il n'y avait pas vraiment d'instruments professionnels en France, de chœurs professionnels, il y en avait 2 ou 3. Et si vous vouliez jouer ces œuvres, vous étiez obligé de créer votre propre ensemble. Et c'est comme ça que j'ai appelé des amis de l'époque. On dit, vous voulez venir faire ce groupe? Et on a fait ce groupe, mais ça a pris une dizaine d'années avant de pouvoir professionnaliser tout ça et que tout soit bien dans les règles professionnelles. Avec vos activités symphoniques, vous avez dirigé les orchestres de Berlin, Bruxelles, Liège, Bucarest et tant d'autres. Votre meilleure scène? Peut-être dans ma mémoire proche, c'est un projet qu'on a appelé double orchestre, c'est-à-dire Insular Orchestra avec Académie für Alte Musik de Berlin. Et on s'est alliés pour faire un grand philharmonique sur instrument d'époque pour jouer la 5e symphonie de Beethoven, comme ça pouvait parfois se faire à l'époque de Beethoven, avec des orchestres festivals très importants. Et c'était très puissant, à la fois très fin, très profond, et en même temps une rencontre humaine incroyable. Un vœu, même s'il est pieux? Ah oui, d'accord. Un vœu rester ici aussi longtemps que possible, parce que j'aime beaucoup, beaucoup cet endroit, qui est très inspirant, je trouve. On n'est pas du tout dans des schémas, enfin on sent bien que c'est un lieu d'ouverture. L'ouverture, c'est peut-être quelque chose pour moi qui est le plus important. Donc, restez ouvert, l'œil ouvert. Dans son Paris des Arts, Laurence nous présente un ami, André Wilms, metteur en scène, comédien, inoubliable monsieur Lequesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille. Il a une carrière prolifique et éclectique avec plus de 70 rôles au cinéma et une passion pour les planches largement assouvie. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, on s'est rencontrés en 2000 au Théâtre des Amandiers à Nanterre parce qu'on faisait un opéra de Pascal Dussapin qui s'appelle Médéa Matérial sur un texte de Heiner Müller. Et André mettait en scène et je dirigeais cette production. Voilà, on s'est rencontrés à cette occasion. Je vous ai souvent entendu dire que ce n'avait pas été une vocation, le cinéma, les planches. C'est quand même par hasard. Alors, moi, j'étais toujours en coulisses et comme j'étais machiniste, je voyais les acteurs jouer, je me disais, ils sont beaux, hein, ils font bien les choses. Et puis un jour, j'ai été figurant avec un chien. Et c'est vrai, j'en profite, je faisais le chauffeur de Célimène dans le Misanthrope, version un peu moderne. Donc je portais un chien comme ça. Le chien, chaque soir, me pissait dessus. Donc, vous avez vu, c'est un début de carrière assez éblouissant. Vous avez beaucoup joué au théâtre. Très vite, vous vous êtes tourné vers la mise en scène. Pourquoi ? Parce que le problème, quand tu es acteur, c'est que tu es tout le temps obligé de t'occuper que de toi-même. Ouais. C'est fatigant. Oui, non, mais au bout d'un moment, on s'ennuie avec soi-même. Non, c'est vrai, c'est sans aucune plaisanterie. Ça, c'est d'ailleurs magnifique. Ce que j'aime beaucoup chez les chefs d'orchestre, c'est cette espèce de don qu'ils donnent aux autres, cette espèce de choses qu'ils donnent aux autres. Ça, c'est très bien. Je me suis beaucoup inspiré des chefs d'orchestre, souvent pour jouer. La précision, la dynamique, l'exactitude, l'élégance, la façon de bouger. S'il y en avait un seul film que vous devriez ou que vous aimeriez refaire, ce serait lequel? Dont vous êtes tellement fier? Le Havre. Ouais. On est à Londres. C'est là où tu veux aller? C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre. Il faut toujours que tu gaspilles dès que je m'absente un instant. Oh, je les ai eu pour presque rien, ils étaient en solde. Vous, dans quel film, Laurence, vous l'aimez? Je l'aime beaucoup, effectivement, dans Le Havre, parce que je l'ai vu récemment, hein, que c'est magistral, à la fois comme image, comme jeu, comme esthétique. Et ce que j'admire beaucoup, moi, chez André, c'est son courage. Et on voulait parler aussi du courage artistique. Parfois, il faut prendre des risques, se mettre en danger soi-même, aborder des ouvrages dont on pourrait avoir peur, mais quand même y aller. Et André est un amoureux des grands textes, des grands auteurs. Et on est beaucoup sur les mots et sur le courage de choses pas forcément données et faciles au prime abord.
Et c'est l'heure à présent de soumettre Laurence au questionnaire des internautes. Plusieurs choses. D'abord, le rythme, le tempo. Signifie aussi la phrase, comment vous voulez la conduire, si vous voulez parler vite ou la ralentir par exemple. Et très important aussi ce qu'on appelle la dynamique, très piano, plus fort. Et donc vous pouvez faire tout ça en même temps. Alors la baguette, c'est la prolongation de l'archet au départ. Et c'est très utile d'abord pour que les gens soient ensemble parce que c'est la prolongation de votre bras. Ils voient mieux votre bras. J'ai déjà donné un concert en Libye, dans le désert de la Libye. Pour l'équilibre et l'impatience et le dynamisme, je choisirais Beethoven. Pour l'intériorité, Schumann. Plusieurs choses, peut-être une très bonne oreille, un très bon rythme intérieur, une bonne pulsation intérieure. Et puis, je pense aussi une bonne psychologie avec les musiciens. Merci Laurence Equilbé. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève votre émission. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Laurence sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Qu'est-ce qui se passe en bas?